Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de suivre une audition sur un thème majeur, les rapports entre Paris et la Russie de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, bien sûr, tout juste fraîchement réélu à la tête de la Fédération de Russie. La Commission des affaires étrangères du Sénat a auditionné cette semaine la chercheure Tatiana Kassueva-Jean ainsi que Thomas Gomard, directeur de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Sur la Russie, alors bien sûr, les sujets de tension sont nombreux, la Crimée, la Syrie, les armes chimiques et maintenant, bien sûr, cette histoire d'espions russes empoisonnés en Grande-Bretagne. Le Sénat doit rendre un rapport commun avec le Conseil de la Fédération de Russie, rapport présenté le 5 avril à Paris. Faut-il toujours dialoguer avec Moscou? Quel équilibre doit-on souhaiter entre fermeté et dialogue? Et bien sûr, toutes ces questions, je vous propose donc de suivre cette audition. Alors, je voudrais commencer cette brève présentation, puisqu'on nous a donné à l'un et à l'autre 10 minutes, par trois remarques liminaires. La première concerne l'évolution du contexte depuis février 2017. Le point, effectivement, le plus important, c'est la réélection triomphale de Vladimir Poutine ce week-end. C'est l'évolution de la situation aux États-Unis, puisqu'en février 2017, il y avait encore un certain nombre d'incertitudes concernant l'orientation que prendrait l'administration Trump, notamment vis-à-vis de la Russie. C'est le choix fait par le président Xi Jinping de modifier les règles, j'allais dire constitutionnelles, mais au fond la durée possible de son mandat, et c'est l'accentuation corrélée de deux crises nucléaires, à la fois la Corée du Nord et la crise iranienne. Dans le même temps, la situation en Ukraine, que les officiels ukrainiens que vous pouvez rencontrer comme nous décrivent comme l'épicentre de la confrontation Est-Ouest, je reprends leurs termes, c'est plutôt stabilisé, elle ne s'est pas dégradée dans des proportions trop grandes. En revanche, la situation en Syrie a évolué de manière très nette depuis février 2017, avec la reprise d'un certain nombre de villes par le régime de Bachar el-Assad, soutenu directement, militairement, à la fois par Téhéran et par Moscou. Autrement dit, nous sommes dans un contexte international qui s'est dégradé d'un point de vue européen fortement en un an, et cette dégradation évidemment est à anticiper. J'y reviendrai dans ma conclusion. Je pense que le mois de mai va être un mois extrêmement compliqué, puisque ça va être le moment un peu de vérité concernant le dossier iranien. La deuxième remarque liminaire, c'est une question assez fondamentale que je voudrais formuler aujourd'hui et donner une indication de réponse qui évidemment est aussi une manière d'ouvrir le débat après cette présentation, et plus généralement aussi une question que nous posons dans nos travaux à l'IFRI, c'est de savoir si la Russie cherche à modifier son positionnement au sein du système international, ou bien si elle cherche à modifier le système en lui-même. Et à titre personnel, nous avons des approches peut-être un peu différentes, Tatiana Kassueva, Jean et moi-même, sur ce sujet avec d'autres personnes à l'IFRI. À titre personnel, je pense que la Russie cherche à modifier le fonctionnement du système international. Troisième remarque liminaire, qui est un point de méthode. Je crois que quand on parle et quand on travaille sur la Russie, il ne faut pas être pointilleux, mais pointilliste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous l'avez mentionné dans votre propos liminaire, Monsieur le Président. Nous avons eu un déluge médiatique sur l'affaire Skripal, où dès qu'au fond vous avez ce type d'événement, vous avez des thèses les plus variées qui circulent, et ça absorbe d'une certaine manière l'attention ou notre capacité d'analyse. Voilà pourquoi nous essayons à l'IFRI d'être davantage pointillistes au sens pictural du terme, c'est-à-dire de prendre le recul nécessaire pour voir la figure sur la toile. Et c'est donc à cet exercice que je vais essayer de me livrer, encore une fois, en évitant des débats souvent très stériles, alimentés par les fake news, le travail d'influence des uns et des autres. L'affaire Skripal, encore une fois, de ce point de vue-là, me semble très emblématique. Alors, première tentative, justement, pour voir les choses en perspective,
vous proposez peut-être une chronologie de la politique étrangère russe un peu différente de celle que nous avions l'habitude de vous présenter, en parlant notamment du discours de Munich de 2007, de l'arrivée au pouvoir de 2000. Je pense qu'il est nécessaire là aussi d'essayer de prendre du recul et vous proposer aujourd'hui de réfléchir à la coupure 1972-1979, qui, à mon avis, aide à comprendre la lecture que le Kremlin peut avoir de son intervention en Syrie. 1972, je ne reviens pas sur le volet de la relation triangulaire États-Unis-Chine-URSS, qui a été évidemment la grande modification du système international. 1972, c'est aussi l'année où l'URSS perd l'Égypte. Cette perte de l'Égypte se traduit notamment par un rapprochement avec l'Irak et un soutien à un certain nombre de régimes socialistes au Moyen-Orient. Tout cela conduit à une date extrêmement importante pour l'ordre international, 1979, avec la chute du Shah et la révolution islamiste en Iran, et surtout décembre 1979, l'intervention soviétique en Afghanistan. Je pense que ce point de départ de 1979 doit être gardé à l'esprit parce que cette intervention est d'une certaine manière le combat contre l'islamisme révolutionnaire ou l'islamisme établi, pour reprendre la distinction de Jacques Frémaux, est un combat dans lequel la Russie considère s'être engagée avant tout le monde. Et en même temps, c'est évidemment son intervention, enfin l'intervention de l'URSS, qui a en partie provoqué cette situation. Et donc je pense que la charnière de l'intervention soviétique en Afghanistan mérite d'être gardée à l'esprit. Je rappellerai qu'elle a été suivie en 1981 d'un accord d'amitié et de coopération entre l'URSS et la Syrie d'Hafez el-Assad ayant été un des rares pays à soutenir l'URSS au moment de son intervention en Afghanistan. Deuxième élément de contexte, la nécessité, j'avais déjà eu l'occasion de l'exposer lors de précédentes auditions, la nécessité, quand on s'intéresse à la Russie, d'essayer de voir la stratégie intégrée qu'elle conduit et notamment l'articulation qu'elle fait en termes stratégiques et en termes géopolitiques entre la mer Noire et le Moyen-Orient. Nous avons tendance à penser les deux théâtres de manière disjointe. Or, dans l'esprit de la Russie, évidemment, la domination acquise en mer Noire avec l'annexion de la Crimée, la déstabilisation du Donbass, se conçoit aussi avec une présence beaucoup plus forte en Méditerranée. Pour reprendre une formule de l'amiral Castex, qui s'est beaucoup intéressé au rapport entretenu par la Russie et la puissance navale, la mer Noire n'a qu'un seul intérêt, c'est de pouvoir accéder à la Méditerranée. Autrement dit, la Russie a réussi avec l'annexion de la Crimée et la déstabilisation du Donbass, à inverser la situation stratégique en mer Noire par rapport au milieu des années 2000 et à la suite de l'élargissement de 2004 à la Roumanie et à la Bulgarie, en redevenant la puissance dominante en mer Noire et en ayant donc au fond fait sienne la stratégie à l'époque américaine d'entrer au Moyen-Orient en dominant la mer Noire. Aujourd'hui, c'est la Russie qui est capable de faire cette bascule. Ce ne sont pas les Occidentaux. Et c'est évidemment une rupture tout à fait majeure. Troisième élément du cadre, l'importance, je le disais, que nous devons attacher au dossier iranien. Nous sommes dans une situation hautement explosive, puisque, comme vous l'avez noté, la relation entre Israël et l'Iran s'est dégradée de manière extrêmement forte récemment, et que, par ailleurs, semble se mettre en place, je ne sais pas si le terme « axe » est approprié, mais un rapprochement entre l'Arabie saoudite, Israël et l'administration Trump, précisément contre l'Iran. Et donc, cette éventualité d'une dégradation supplémentaire va placer la Russie dans une position centrale au regard des relations qu'elle entretient à la fois avec Israël, des relations très substantielles,
au regard des relations qu'elle entretient avec son allié iranien pour la Syrie, et au regard évidemment de ses relations avec l'Arabie saoudite, je vais y revenir, qui sont aussi des relations substantielles dans le domaine énergétique. Alors ça me conduit au deuxième volet de cette présentation sur les outils principaux de l'action extérieure de la Russie. Je n'ai pas le temps de les développer dans le détail, mais je voudrais les évoquer de manière très synthétique. Le premier, c'est évidemment la politique énergétique, avec deux caractéristiques à souligner dans le contexte actuel. La première, une stabilité du rouble et une politique fiscale très favorable du Kremlin pour les groupes russes, et en particulier pour le principal groupe pétrolier russe, Rosneft, qui jouit d'une position tout à fait particulière dans le système politico-économique de la Russie, et également en raison des ambitions de son principal dirigeant, Igor Sechin. Ces compagnies russes devraient voir leurs bénéfices augmenter de manière significative en 2018, et également noter le fait que Rosneft est aussi un outil de la politique étrangère russe, dans la mesure où aujourd'hui 50% du pétrole exporté vers la Chine et l'Inde par la Russie l'est en réalité par Rosneft. Deuxième élément, les relations entre la Russie et l'OPEP, et donc entre la Russie et l'Arabie saoudite, sont en train d'une certaine manière de s'institutionnaliser. C'est-à-dire que les accords obtenus pour limiter la production et donc avoir un effet d'augmentation des prix sont des accords qui ont fonctionné et qui laissent penser que nous ne sommes pas simplement sur un arrangement tactique, mais peut-être sur une forme d'accord de plus longue durée. Deuxième point, la politique militaire sur les exportations de systèmes d'armes. Je n'ai pas le temps de développer, mais un des enseignements qui est tiré aujourd'hui de la posture militaire russe, en réalité, il y a trois enseignements principaux. Le premier, c'est le retour du débat nucléaire, avec une doctrine nucléaire russe qui s'obscurcit et qui fait planer un certain nombre de doutes sur, au fond, le discours habituel tenu par la Russie dans ce domaine. Deuxième élément, la Russie a montré sa capacité à exporter des systèmes antiaériens d'une très grande efficacité qui lui permet, au fond, de mettre en place ce qu'on appelle des bulles anti-accès qui sont en train de modifier, en réalité, la manière dont les Occidentaux concevaient leurs opérations extérieures. Et troisième élément, c'est également l'importance que la Russie accorde aux questions spatiales et notamment à la maîtrise des constellations satellitaires. Le troisième levier de cette politique étrangère, vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, dans votre introduction, ce que j'appellerais la politique d'influence. Et effectivement, ce sont des choses bien connues dans cette enceinte, donc je ne vais pas les développer à ce stade, mais la manière dont la Russie s'est ouvertement invitée dans un certain nombre de processus électoraux. Alors j'en viens à ma conclusion et je voudrais la centrer, si vous le permettez, sur la relation France-Russie, qui à mon avis, et contrairement peut-être à ce que je disais il y a un an, a une importance plus grande aujourd'hui qu'il y a un an, en raison de l'élection du président Macron, dans les conditions que nous connaissons, en raison de la réélection du président Poutine, en raison aussi du résultat des élections en Allemagne et en Italie. Il y a très probablement un espace en mars 2018 plus important pour la relation franco-russe qu'il ne l'était en février 2017. La particularité de l'analyse qui est faite aujourd'hui par notre diplomatie est une analyse inquiète de la dégradation du système international et que je pourrais qualifier d'une formule, la multipolarité sans le multilatéralisme. C'est-à-dire que notre diplomatie considère que le multilatéralisme est aujourd'hui affaibli par le comportement des trois grandes puissances mondiales que sont la Russie, avec son usage répété
du droit de veto au Conseil de sécurité sur le dossier syrien, son attitude également dans le cadre de l'OSCE, l'attitude de la Chine, une attitude extrêmement ambitieuse qui s'observe déjà en mer de Chine, et l'attitude des États-Unis, qui notamment se sont retirés de l'accord de Paris, bloquent l'arbitrage, bloquent l'OMC, et également se sont retirés ou participent beaucoup moins à l'UNESCO. Donc multipolarité sans multilatéralisme. Et donc une manière de souligner, excusez-moi, le comportement de la Russie dans ce cadre. En réalité, la diplomatie française aujourd'hui à l'égard de la Russie est dans une position que je qualifierais d'orthogonale, à la fois et de manière tout à fait explicite. La menace russe a été réévaluée à la hausse, à la fois par la revue stratégique remise au président de la République à la mi-octobre et également par la revue cyber remise au mois de février. Et en même temps, le président Macron a, via le dialogue de Trianon, indiqué sa volonté d'établir des liens, à la fois d'entretenir des liens qui peuvent exister déjà entre les deux sociétés civiles et essayer de les enrichir pour ancrer la Russie du côté européen. Et c'est donc évidemment cette orthogonalité, et je finirai par ce point pour relancer la discussion, qui va être très vite testée par le dossier iranien. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Gomard. Madame Castoeva. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai organisé mon exposé en 3 points. Premièrement, quelques points de lecture pour le scrutin de dimanche dernier. Deuxièmement, les contours du mandat présidentiel 2018-2024. Et enfin, Russie 2024, quelle transition de pouvoir, si transition de pouvoir il y a. Premier point, quelles sont les choses à retenir du scrutin de dimanche dernier? Évidemment, Vladimir Poutine a fait un score historique. Il a obtenu 77%, 14 de plus qu'en 2012, avec un taux de participation de 67% qui dépasse de 2% le taux de participation de 2012. Il y a eu des fraudes et des irrégularités, mais moins qu'en 2012. Même les associations d'observateurs très vigilants comme Golos ont signalé ces fraudes et ces irrégularités, mais ont noté leur caractère mineur par rapport à 2012. Ce qui est intéressant à noter, ce sont les grandes villes qui ont voté cette fois-ci pour Vladimir Poutine, comme Moscou et Saint-Pétersbourg. Deuxième point, je pense que ce scrutin signe en quelque sorte la fin des partis politiques russes. En tout cas, sous la forme sous laquelle ils existaient jusqu'à présent. Le Parti communiste fait un score extraordinairement bas, alors que si, à titre individuel, évidemment, Pavel Grudinin, le nouveau représentant du Parti communiste, a fait un score assez exceptionnel pour quelqu'un qui n'a été sorti du chapeau qu'au mois de décembre. Le parti nationaliste de Vladimir Zhirinovsky n'a fait un score que de 5,6%, ce qui est aussi un score historiquement bas. Poutine n'a pas partagé sa légitimité avec le parti au pouvoir Russie Unie, parce qu'il s'est présenté en tant que candidat indépendant et non pas en tant que candidat du parti. La Russie Juste, un autre parti qui est représenté au Parlement, n'a pas eu de candidat à ces présidentielles. Et enfin, les candidats comme Ksenia Sobchak n'ont eu qu'un rattachement formel à un parti politique, car pour des raisons de confort, parce que ça lui permettait d'accueillir 100 000 signatures au lieu de 300 000 nécessaires pour un candidat indépendant. Donc il y a un problème avant le problème 2024 dont je vais parler plus tard, le problème 2021 qui se pose pour les prochaines élections parlementaires dans ces conditions d'affaiblissement de l'opposition systémique et des partis politiques officiels. Enfin, troisième point direct dans le sillon de ces scrutins, c'est le sort de l'opposition libérale hors système. Et je me pose la question dans quelle mesure cette opposition s'en remettra et quels sont les risques d'instrumentalisation de cette opposition par la suite. Grigory Yavlinsky a fait un score extrêmement bas d'1%. Ksenia Sobchak, avec un autre ancien député, Dmitry Gudkov, ont annoncé la création d'un parti qui va exister, à mon avis, grâce au financement de l'administration présidentielle. Est-ce que ce sera un parti libéral de poche qui pourra entrer au Parlement en 2021 ? C'est une question qui se pose.
Et Alexei Navalny, l'opposant principal au régime, se retrouve hors tout champ politique, sans parti. Ksenia Sobchak lui a proposé, tout de suite après le jour même des élections, de se joindre à elle, mais c'est politiquement impossible pour Navalny. Donc le problème, c'est qu'il va rester sans aucune légitimité politique, très vulnérable et proie facile pour les accusations d'extrémisme par la suite. Le deuxième point, quels sont les contours de la Russie 2018-2024 qui se dessinent ? Poutine, candidat, était assez détaché de sa campagne présidentielle. Le seul discours qui permet d'avoir des éléments sur son futur programme est le discours du 1er mars qui a été prononcé en tant que président en exercice devant l'Assemblée fédérale. La première partie de cet exposé a été consacrée à une percée technologique nécessaire pour la Russie. Vladimir Poutine a dit « Nos ennemis ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur, et c'est le retard technologique. Nous avons besoin d'une percée technologique. » Est-ce que cette percée sera possible, qui permettra donc d'entraîner dans la foulée l'amélioration du niveau de vie, une évolution plus positive pour la démographie russe, etc. C'est la grande question donc du prochain mandat. Il y en a, vous pouvez entendre aujourd'hui ceux qui disent que la probabilité de vraies réformes augmente parce que les dépenses militaires se réduisent et la situation est telle que Vladimir Poutine peut se permettre toutes sortes de réformes. Je suis assez sceptique par rapport à la possibilité pour Vladimir Poutine de mener de vraies réformes, la vraie modernisation de l'économie russe. Et non seulement parce que 18 ans au pouvoir, les choses ont un petit peu évolué, mais pas sur le fond. Et tout ce qui a été promis depuis le début de son premier mandat, la diversification de l'économie, la lutte anticorruption, ce sont les questions qui sont toujours sur le tapis et avancent très mal. Le problème pour moi, c'est que les réformes économiques appelleront tôt ou tard les réformes politiques. Et le point de jonction entre les domaines économiques et politiques, c'est la justice. Et la justice, l'indépendance de la justice en Russie, à laquelle appelle par exemple Alexei Koudrine, l'ancien ministre des Défenses dans son programme, est extrêmement difficile pour ce régime pour lequel la dépendance de la justice, justement, a l'un des piliers. Une justice indépendante, ça veut dire pas d'affaire Khodorkovsky, pas d'affaire Navalny et pas toutes ces autres affaires qui permettent de verrouiller le champ politique russe. En outre, dans la lutte des clans autour de Vladimir Poutine, je ne vois pas une opposition forte de la part de ce qu'on appelle les libéraux systémiques intégrés dans le système qui pourraient faire basculer les choses. Enfin, la Russie a des limites structurelles très fortes et notamment les limites démographiques. Entre 2007 et 2017, la Russie a perdu presque 7 millions de personnes actives sur le marché. Il y a eu une étude de l'OCDE il y a une dizaine de jours. La Russie est l'une des rares pays où le niveau de vie risque de baisser à l'horizon 2060. Et la productivité du travail est extrêmement difficile à obtenir aujourd'hui dans les conditions où le chômage est assez bas, notamment dans les grandes villes, et où la croissance des salaires, en fait, ne pousse pas à la productivité du travail. Et enfin, un autre paramètre, c'est la faiblesse d'investissement dans la recherche et développement en Russie. Elle investit 15 fois moins que les États-Unis et 10 fois moins que la Chine dans la recherche et développement. Donc la Russie, à mon avis, ne fera pas de réformes systémiques et structurelles dont elle a besoin, mais ça n'empêchera pas d'essayer d'améliorer la gouvernance, de moderniser l'appareil de gestion, de changer les personnalités quelques têtes contre les technocrates, autant au gouvernement qu'au niveau régional, réprimer quelques cas de corruption flagrants et faire monter une nouvelle génération de gestionnaires sans changer vraiment de système. Et l'exemple parfait, c'est la Banque centrale sous la direction d'Elvira Nabiullina qui gère parfaitement la crise avec les moyens techniques sans toucher aux piliers du système. Et d'ailleurs, Elvira Nabiullina peut être l'une des personnes éventuelles qui pourrait prendre le poste de Premier ministre. Et c'est un point d'ailleurs qui est important, qui sera le prochain Premier ministre. Est-ce que ce sera de nouveau Dmitri Medvedev, ce qui signifiera la continuité, le statu quo? Est-ce que ce sera plutôt une personnalité réformatrice qui donnera des signes positifs autant aux investisseurs extérieurs qu'à la population? Est-ce que ce sera un Silovic ou est-ce que ce sera un technocrate sans profil politique, ce qu'on a pu déjà connaître sous Vladimir Poutine avec Fradkov et Zubkov? La question va être réglée dans les jours qui viennent.
Une autre question qui se pose pour ce mandat, y aura-t-il une libéralisation politique ou un serrage de vis sur le plan intérieur? Il y a eu, depuis 2011, à la fois les deux tendances. Il y a eu une certaine libéralisation de la vie politique. Il est plus simple d'enregistrer les partis politiques. Il faut moins de signatures pour se présenter en tant que candidat aux élections présidentielles. Alexei Navalny, je rappelle, en septembre 2013, a pu participer aux élections à la mairie de Moscou et a fait même un score de 27% des voix récoltées. Dans quelques villes, comme à Yekaterinbourg par exemple, il y a eu les maires élus qui sont les personnalités de l'opposition. Et enfin, lors des élections municipales à Moscou en septembre dernier, le député Dmitry Gudkov a obtenu une certaine présence des députés de l'opposition dans les conseils municipaux. En même temps, il y a eu aussi un renforcement des répressions très ciblées et toute une série de lois répressives qui ont été adoptées. Et les signes qui sont donnés depuis lundi dernier, en fait, ne sont pas de très bon augure. Déjà, il y a le Telegram, qui est un messenger russe qui est menacé de fermeture si d'ici 15 jours, il ne donne pas les clés de chiffrement au FSB, au service fédéral de sécurité russe. Et un projet de loi a été déposé à l'Assemblée régionale de Yekaterinbourg pour annuler les élections de maire. Je pense qu'il s'agit très clairement, c'est une mesure qui est dirigée contre Yevgeny Roizman, qui a ouvertement soutenu Alexei Navalny pendant la ligne d'Alexei Navalny pendant ces élections-là, mais c'est une mesure qui va aussi au-delà de la personnalité de ce maire rebelle. Enfin, la troisième question pour ce mandat, la politique étrangère sera-t-elle musclée? Je ne reviens pas sur ce que Thomas a dit, mais je voudrais juste souligner le lien avec la politique intérieure. La confrontation avec l'Occident est devenue structurante pour la politique intérieure russe. Premièrement, la politique étrangère remplit aujourd'hui les esprits et l'espace médiatique. Si vous allumez la télé, les principales chaînes de télé russes, il est beaucoup plus question de l'Ukraine et de la politique étrangère que de la politique intérieure. Et deuxièmement, la lutte contre l'influence occidentale agressive, comme l'aperçoivent les Russes, et les révolutions de couleur, c'est une véritable hantise du Kremlin. Et enfin, ça influe aussi sur les arbitrages budgétaires, notamment sur la dépense militaire et sécuritaire. La Russie, certes, dépense en termes absolus 10 fois moins que les États-Unis sur le plan militaire, mais en termes relatifs, c'est un pays leader. Après avoir plafonné à plus de 5% du PIB, la dépense militaire est descendue à 3,8%. Je passe à mon troisième point, 2024, quelle transition de pouvoir. Vladimir Poutine a aujourd'hui donc une légitimité nouvelle pour ce quatrième mandat. Il y a la Coupe du Monde qui va avoir lieu cet été en Russie. Il a une très bonne fenêtre d'opportunité pour mener les réformes politiques nécessaires entre la fin de la Coupe du Monde et 2021, le moment où il y auront lieu les élections législatives. Il est beaucoup plus confortable pour lui de mener toutes les réformes qu'il souhaite avant la réélection de la nouvelle Douma, tant qu'il y a cette Douma-là qui est en place. La question les différents scénarios qui circulent sur la suite sont les suivants. Après avoir recomposé ce système avant 2021, Vladimir Poutine pourrait mettre fin à son mandat en avance, une fois le système recomposé et sécurisé. C'est un scénario qui circule, mais qui ne me semble pas le plus probable. Le deuxième scénario, c'est que Vladimir Poutine ira jusqu'au bout de son mandat, ne changera pas la Constitution et trouvera un successeur, comme Boris Yeltsin l'avait fait avec lui. Le troisième scénario implique un changement de la Constitution. Il y a début mars, dans une interview à Meghan Kelly, la journaliste américaine, Vladimir Poutine a dit « Je n'ai jamais changé la Constitution ». Ce qui n'est pas tout à fait exact parce que l'article 81 de la Constitution russe a bel et bien été changé. Il s'agit de l'allongement de la durée du mandat présidentiel de 4 ans à 6 ans. Et un autre scénario qui circule, c'est celui de la République parlementaire, où le président pourrait être élu par le Parlement. Et enfin, je trouve extrêmement intéressant la remarque récente dans la foulée des élections de Vladimir Zhirinovsky, qui disait qu'en Russie, vous avez assisté aux dernières élections. Il y aura un conseil d'État qui sera formé, un organe collectif formé de meilleurs gouverneurs, ministres, sénateurs et députés, 30-40 personnes, qui vont avoir le président de ce Conseil d'État et qui pourrait être Vladimir Poutine. Voilà donc les scénarios et évidemment le scénario chinois donne beaucoup de matière à réfléchir à Vladimir Poutine sur la suite. En tout cas,
je n'exclus pas un distanciement clair sur la scène intérieure russe du modèle occidental de démocratie libérale dans une démarche d'autocratie assumée. Je passe à ma conclusion pour dire que pendant ce 4e mandat et pour la suite, il y aura toujours des constantes très fermes qui concernent les objectifs russes, dont le premier, c'est l'intégrité territoriale du pays. Et ça, il faut avoir en tête les conditions d'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine avec la guerre en Tchétchénie. Le deuxième, c'est la stabilité politique du régime. Et elle implique aussi, d'ailleurs, la sécurisation des moyens financiers de ce régime qui passe aussi par la sécurisation des voies d'exportation pour les matières énergétiques. Troisième objectif, ce sera le maintien de l'influence stratégique sur les pays voisins et notamment sur le choix des alliances stratégiques comme l'OTAN et l'Union européenne. Et enfin, l'objectif qui était venu plus tardivement que les autres, c'est la préservation du rang international de la Russie. Tous ces thèmes sont là, sont présents et sur aucun de ces objectifs, Vladimir Poutine ne sera prêt à lâcher. Donc, sur ces objectifs-là, il y aura très peu de souplesse, mais en revanche, de la souplesse est possible sur les moyens pour pour arriver à ces objectifs-là. Et ça va aussi dépendre beaucoup de la conjoncture intérieure et extérieure. Sans les protestations sociales de 2011 ou 2012 et la révolution de Maïdan en Ukraine, je pense que le 3e mandat de Vladimir Poutine aurait pu être aussi différent. Donc, sur les moyens, je vois des options qui peuvent combiner un dosage entre la coopération et la confrontation, notamment avec l'Occident. Et le point principal pour la Russie aujourd'hui dans les relations avec l'Occident, c'est la recherche de la création d'un nouveau système de sécurité européenne dans lequel la Russie souhaite avoir une place de partenaire égal. Merci pour votre attention. Merci Madame, merci Monsieur Gomard. Communication très intéressante. Alors j'ai 8 intervenants. Notre rapporteur Robert Delpica n'est pas là, mais Gisèle Jourda est là, donc je lui donne la parole en premier. Les exposés que vous nous avez faits qui permettent de resituer donc la Russie donc dans ce jeu international. Et surtout, moi, j'aimerais avoir votre point de vue sur les relations de la Russie avec les grandes puissances. Bon, on a beaucoup parlé de la Russie par rapport donc à l'Amérique de Trump. C'est quelque chose qui alimente donc les débats et les chroniques avec donc cette incursion dans les élections américaines, par exemple. Mais je souhaiterais quand même savoir au niveau des équilibres comment vous voyez, quelle est votre analyse des rapports entre la Russie et la Chine, puissance donc montante, avec donc Belt and Road Initiative et les routes de la soie, mais surtout le regard qu'elle porte par rapport à l'Inde. Parce que je crois que quand on voit les ambitions affichées par la Russie aujourd'hui, on voit justement au travers des différents donc, conflits de son implication en Syrie par exemple, qu'elle veut revenir dans ce rôle d'État-puissance sur la scène internationale. Et ce qui inquiète et a de quoi faire peur, vous l'avez effleuré, monsieur, tout à l'heure dans votre donc, exposé préliminaire, c'est quand même cette course quelque part donc, à l'armement. Parce qu'il y a quand même de quoi inquiéter. Alors, entre les effets d'annonce, parce que quand même, lorsque Poutine, en date du 1er février, donc, a mis en avant donc, cette montée en pointe donc, sur les armements hypersoniques, laser, etc. Est-ce qu'on doit vraiment le prendre pour argent comptant? Vous avez dit, madame, que ça représentait 3,8% du PIB donc, de la Russie. Donc, faut-il vraiment s'en inquiéter? Peut-on parler de puissance militaire retrouvée de la Russie? Alors, est-ce un défi qui a été lancé aux Américains? Rappelons que les relations russo-américaines ont été largement détériorées par les situations de l'Ukraine et de la Syrie et par l'ingérence présumée de Moscou dans l'élection présidentielle américaine de 2016. Et rappelons également que la nouvelle doctrine de sécurité nationale américaine présentée par Donald Trump à la mi-décembre dernier et l'augmentation phénoménale du budget militaire
militaire des États-Unis, plus 100 milliards en 2018, 2 fois le budget des armées françaises, a posé les jalons de ce militarisme assumé et de la course aux armements. Que croire? Que la brèche dans la stabilité stratégique mondiale est alors définitivement ouverte ou que les annonces de Poutine rétablissent la stabilité nucléaire? Merci Gisèle, merci Madame le rapporteur. Alors maintenant on passe au régime des questions uniques. Christine Pruneau. Merci Monsieur le Président. Madame, Monsieur, merci beaucoup pour vos 2 interventions. Donc rapidement, ma question concerne votre avis personnel par rapport à la position de la Russie et si vous voulez, la prise, le siège de la Turquie à Afrin. Des troupes de l'armée russe ont quitté il y a peu de temps, d'après nos informations, pour des raisons de sécurité, les troupes ont été évacuées, mais quelle influence peut avoir la Russie sur la Turquie, en fait, puisque nous, au niveau de la France, nous n'avons eu aucune influence. Et puis un deuxième point tout de même, mais rapide, que vous n'avez pas développé lors de votre présentation, Monsieur Gombard, mais vous l'avez évoqué, c'est le retour du débat nucléaire. Je vous remercie. Merci Christine. Olivier Cigolotti. Merci Monsieur le Président. Nombreux sont les observateurs qui déclarent que si les élections pouvaient changer quelque chose en Russie, elles seraient interdites depuis longtemps. Vladimir Poutine vient d'être élu pour un 4e mandat, avec un taux de participation qui effectivement est sans appel et qui pourrait lui donner toute latitude pour poursuivre son action sans changement. Pourtant, dans le même temps, ce dernier ne va-t-il pas être dans l'obligation de faire un 4e mandat en rupture avec les 3 précédents, notamment concernant la politique familiale ou les problématiques liées aux retraites, que l'on connaît pour être très favorable en Russie, et pour faire face aux problèmes que vous avez évoqués concernant la démographie et donc le manque de main-d'œuvre en matière d'économie dans ce pays. Merci. Merci Olivier. Cédric Perrin. Merci Président. On est un certain nombre ici à faire partie de la POTAN et à participer aux réunions qui se déroulent ici ou là assez régulièrement. On est allé à Washington en décembre, j'y suis retourné en février. Je suis toujours très étonné évidemment par la position américaine qui fait de la Russie un épouvantail très clairement et qui incite évidemment les pays de l'Est et qui en tout cas qui entretient une construction de paranoïa anti-russe. Alors il y a une histoire effectivement qui peut être comprise, mais il y a une espèce de paranoïa qui est en train d'être mise en place et assez régulièrement, moi j'ai toujours assez régulièrement rappelé que notre ennemi était plutôt au sud qu'à l'est. Comment est-ce que vous pensez que la France doit se positionner par rapport à ça, par rapport à cette politique otanienne qui a largement isolé, enfin il n'y a pas que celle-ci, il y a aussi beaucoup de mesures, on en a parlé tout à l'heure avec le président Raffarin, beaucoup de mesures qui ont tendu à isoler Poutine et à le tourner vers la Chine, à en faire aujourd'hui, même si c'est un excellent client évidemment et qu'il est, de par les actions et par les décisions qu'il prend, évidemment difficile de contredire la position d'un certain nombre d'observateurs qui considèrent qu'il peut être dangereux. Mais comment est-ce qu'on doit se positionner par rapport à ça? Est-ce que vous considérez, enfin moi je considère que l'ennemi est plutôt au sud qu'à l'est, mais est-ce que vous considérez que cette paranoïa est peut-être dangereuse à terme et peut le précipiter vers des décisions qui pourraient être un petit peu dommageables? Merci Cédric. Hélène Conway. En train de commenter la question de mon collègue. Oui, merci Président. Moi, je voudrais avoir un éclairage et une question. L'éclairage, c'est simplement, j'ai beaucoup de mal à comprendre quel pourrait être l'intérêt politique du pouvoir russe dans la tentative d'assassinat de l'ex-agent double russe, donc, et de sa fille à Londres, qui a quand même eu pour effet de créer une crise diplomatique qui s'est ajoutée déjà aux tensions qui existent aujourd'hui entre la Russie notamment et l'Union européenne, crise diplomatique exacerbée. Donc je voudrais avoir votre éclairage sur ce point. Et puis alors ma question, je souhaiterais que vous reveniez sur
point que vous avez soulevé, Madame, sur l'intérêt de la population russe sur les questions de politique extérieure, qui semble bien supérieure à celle que, enfin, en tout cas à l'intérêt que nous accordons ou que nous leur accordons en France. Est-ce que c'est un choix du président Poutine qui, personnellement, a besoin d'avoir une stature internationale? Est-ce que cela permet peut-être de faire oublier les mesures qui sont prises ou pas prises en matière de politique intérieure, ou est-ce que c'est simplement l'expression d'un esprit collectif où en effet la grandeur de la Russie passe avant toute chose? Merci. Merci Hélène. Ladislas Poniatowski. Merci Monsieur le Président. Monsieur Gomard, une seule question sur le boycott. Moi j'ai des doutes sérieux. Comment d'abord est-ce que l'Europe peut conduire, ou la communauté internationale, conditionner un boycott par le départ de la Crimée? Vous imaginez un seul instant que les Russes quittent la Crimée? Ça ne tient pas debout. Mais ma question, c'est sur l'efficacité du boycott. On dit que ça fait mal à Poutine. Moi, je pense que c'est la baisse du prix du pétrole qui lui a fait très mal, beaucoup plus que le boycott. Par contre, ça nous a fait mal à nous. Un certain nombre de secteurs, élevage, fruits, légumes, tout ça, nous, on paie cher, ça nous fait mal. Et ce qui me surprend, c'est que Poutine passe par-dessus ce boycott. 1 mois et demi avant son élection, il a reçu, et vous le savez, dans sa résidence particulière moscovite, à 20 km de Moscou, 12 dirigeants français. Et pas les habituels Thales, Dassault, Total, mais également des représentants de Danone, Leroy Merlin, Air Liquide. Ils y sont allés comme un seul homme. Il les a traités visiblement remarquablement, puisque pour certains d'entre eux qui avaient des dossiers bloqués depuis des semaines, il l'a résolu en leur obtenant des rendez-vous dès le lendemain. Donc ma question, c'est est-ce que ce boycott est efficace ou est-ce que c'est de la fumée? Merci Ladislas. Marie-Françoise Pérol-Dumont. Merci Monsieur le Président. Merci Madame, Monsieur pour votre exposé. La réélection raz-de-marée du président Poutine n'est une surprise pour personne. Comment pouvait-il en être autrement alors qu'il contrôle évidemment tous les médias, qu'il contrôle les forces de sécurité, qu'il a mis en place les patrons des grandes entreprises et que la fraude continue, même si vous avez dit Madame qu'elle était moindre que d'habitude. Donc la seule question qui vaille aujourd'hui, et vous l'avez posée tous les deux, c'est comment le président Poutine va-t-il mettre à profit ce nouveau mandat au service de son pays. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a dressé peu de perspectives pendant sa campagne. Il a peu été question de comment il envisageait ce nouveau mandat. Alors, vous avez dit à juste titre que le profil du prochain Premier ministre donnerait sans doute des pistes sur la lecture possible de ce qu'il veut faire ou de ce qu'il ne veut pas faire. Alors, vous avez dit aussi que, tous les deux, qu'il avait une fenêtre de tir s'il voulait vraiment engager des réformes. Alors, veut-il vraiment engager ces réformes ou bien est-ce que l'on peut imaginer que les oligarques, que les amis du président vont continuer à concentrer quand même une grande partie des richesses alors que le niveau de vie d'une grande partie du peuple stagne? Est-ce que cette fracture, que ce soit une fracture, j'allais dire, financière, politique, est-ce que cette politique confiscatoire peut continuer ou bien est-ce qu'à un moment il risque d'y avoir des mouvements? C'est le premier point. Le deuxième point, ce sera par rapport à la confrontation permanente avec l'Occident qui est la marque de fabrique du président Poutine. On voit parallèlement que le culte de la Grande Russie s'exacerbe avec le renouveau des écoles de Cosaques où des gamins de 12 ans vont à l'école apprendre le patriotisme, etc. Peut-être qu'à certains égards, nous pourrions en prendre de la graine, mais la question n'est pas là. Donc, est-ce que l'on peut considérer que cette confrontation permanente avec l'Occident est un marqueur durable de ce que veut le président Poutine? Merci Marie-Françoise. Michel Boutan, pardon. C'est pas grave. Moi, je voudrais concentrer ma question sur l'aspect médiatique et cybernétique. Depuis les élections présidentielles aux États-Unis, puis le Brexit et les élections présidentielles en France, ici ou là, on subodore ou on voit la main de Moscou essayant d'intervenir dans les élections des 3 pays que je viens de citer. Dans le même temps, on voit l'offensive
qui est lancé par la Russie sur le plan médiatique avec l'installation de chaînes de radio ou de télévision un peu partout. S'agit-il simplement d'un outil d'information ou d'un outil de propagande? Même si je connais un peu la réponse. Et est-ce que tout cela ne relève pas, dans l'esprit du président Poutine et des décideurs russes, d'une volonté de déstabiliser en interne un certain nombre de pays, dont ceux que je viens de citer, mais aussi quelques autres. Et dans le même temps, on voit dans un certain nombre de pays, surtout en Europe centrale ou orientale, des gouvernements qui comptent aujourd'hui des membres de coalition qui sont plutôt favorables à la Russie. Je pense au FPE autrichien, par exemple, et puis je pense également à Orban en Hongrie. Pour compléter la question de Michel Bouton et pour vous faire sourire, vous avez été involontairement, un certain nombre d'entre vous, les acteurs du développement du média Russia Today, puisque agréé par l'armée de terre, non pas par nous, puisque nous n'étions pas organisateurs, Russia Today était présent à Carpiagne. Et sur les reportages de Russia Today, on voit un certain nombre d'entre vous s'entraîner au fusil mitrailleur, sortir de véhicules, etc. Et regardez... Oui, non, les images, mais enfin, c'était bien organisé, c'était bien fait, c'était... Voilà, et moi j'avais cru que c'était RTL et qu'ils avaient oublié le L sur le micro. Et c'est après quand j'ai découvert le RT et que j'ai vu les reportages, et, ils sont agréés auprès de l'armée de terre, donc c'est l'armée de terre qui les avait invités. Voilà. Alors, oui, c'est ça, oui. Du reste, le commentaire est assez grinçant sur l'exercice au fusil mitrailleur de Madame Pavero. Mais Pascal Alizard. Très rapidement, bon, j'étais à Moscou à partir de mercredi jusqu'à lundi midi et en tant qu'observateur OSCE sur l'élection. Je présenterai mon rapport à la Commission des Affaires européennes cet après-midi, effectivement sur les observations qu'on a pu faire. Et il y a eu 2500 observations de bureaux de vote par la mission OSCE. On a observé très peu de difficultés majeures sur le déroulement du vote. Et effectivement, les choses, bien évidemment, se sont déroulées en amont. Je partage les questions qui ont été posées par mes collègues, donc je ne reviendrai pas dessus. Et dans la règle, j'ai une question très courte sur la perspective de la succession. Dans un scénario à la Helsinki, comment valorisez-vous une personnalité montante, je crois, en Russie, qui est Piotr Tolstoï ? Merci Pascal. Jean-Paul Émorine. Oui, merci Président. Monsieur Gomard, dans son propos, a rappelé l'annexion de la Crimée. On le voit dans la presse, on parle toujours d'annexion de la Crimée. Mais quand on voit le résultat du vote en Crimée, moi j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment ces gens souffrent de l'annexion. 97%, c'est ça ? Je rappelle que la France n'a pas reconnu le résultat en Crimée. Donc, voilà. Ah bah non, mais c'est pour votre connaissance personnelle. Enfin, René Danesi, pour terminer ce... Oui, juste une question. Moi, j'étais assez étonné de voir la place que les médias français accordaient à Navalny, n'est-ce pas? Tout juste si on ne le présentait pas comme l'homme qui était en mesure de le mettre en ballottage. Alors moi, ma question est très simple. Hein. Sur quelle force politique Navalny aurait-il pu prendre appui, parce qu'il n'avait pas été empêché d'être candidat, et surtout sur quelle force sociologique? Sur les internautes, ça, j'ai cru comprendre. Mais enfin, est-ce que ça suffit pour faire 20 ou 30% des voix? Donc, en d'autres termes, il ne s'agit pas de faire de la politique fiction. Enfin, si Navalny n'avait pas été empêché de se présenter, quel score aurait-il pu faire compte tenu des appuis politiques et sociologiques dont il disposait? Merci René. Donc voilà le panel de questions. Je rappelle que la tradition est de clore la réunion vers pas plus tard que 12h30 compte tenu des engagements de nos collègues. Vous avez la parole dans la répartition que vous avez choisie.
Bien, merci Monsieur le Président, merci Mesdames, Messieurs les sénateurs. Ce sont des questions à la fois très larges, très passionnantes et difficiles. Alors je vais commencer par le plus facile, si vous permettez, Monsieur le Sénateur, votre question sur la Crimée. Écoutez, d'abord une observation, le terme de boycott, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, Monsieur le Sénateur, ce sont des sanctions et qui ensuite ont été des sanctions. Je peux vous répondre ? Des sanctions qui ont été très mesurées, très calibrées et qui, comme vous le savez aussi, ont fait l'objet de plusieurs trains, à la fois des sanctions individuelles et puis des sanctions aussi qui ont été prises à la fois par l'Union européenne, par les États-Unis, par des pays également comme la Suisse, le Japon. Donc la question que cela pose est la suivante, c'est que à vous entendre, au fond, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que l'annexion, il y a eu ensuite des élections, vous utilisez probablement le terme de rattachement, au fond, en ce sens, et ce n'est pas si grave. Bon. Or, je pense que ce qui s'est passé en mars 2014 est quelque chose de très grave pour la sécurité européenne, puisque un membre permanent du Conseil de sécurité a annexé un territoire d'un État souverain. On parle assez peu de l'Ukraine, mais l'Ukraine est un pays indépendant depuis 1991 et que la sécurité de l'Ukraine était notamment garantie par le traité de Budapest, qui n'a pas été respecté. Je vous renvoie également à la résolution des Nations Unies de mars 2014 qui condamne la Russie. Il y a eu à peu près 140 pays qui ont voté pour condamner la Russie. Une cinquantaine de pays se sont abstenus et 12 pays ont soutenu la Russie. Autrement dit, je pense qu'il faut bien comprendre ce qui s'est passé et utiliser le terme annexion. Maintenant qu'il y a eu ces élections, elles ont eu lieu, effectivement, un certain nombre de parlementaires français s'y sont rendus d'ailleurs. Elles se sont tenues après le coup de main et en présence de la force militaire russe. Donc ce n'est pas forcément le cadre le plus approprié, vous en conviendrez, pour organiser des élections dans de bonnes conditions. Autrement dit, je pense qu'il ne faut pas du tout, sans rentrer dans l'histoire de la Crimée, on pourrait repartir d'ailleurs de la conquête de la Crimée par Catherine II, mais rentrer dans ce discours consistant à dire au fond la Crimée a toujours été russe et ce qui s'est passé n'est pas si grave. C'est très grave parce que, encore une fois, c'est une violation du droit international. Ah bah absolument, on peut tout à fait le penser. Voilà. On a tout à fait le droit de penser cela, mais j'ai aussi peut-être... Pas forcément ce que je pense, mais votre intervention, je suis désolé de vous dire, un petit côté d'odeur de leçon gênant. Absolument. Chers collègues, vous voulez essayer de... Monsieur le Président, j'apprécie pas. Bon, bah, écoutez, bon, Monsieur le Président, vous m'autorisez à continuer? Oui, tout à fait. Si je laisse cette impression, j'en suis vraiment désolé, c'est pas du tout... Non, mais c'est l'intérêt du reste de ce genre de confrontation. Toutes les opinions sont recevables, y compris la vôtre et celle de nos collègues, bien sûr. Donc je suis désolé de laisser cette impression, mais laissez-moi exprimer le fait que de rappeler ces éléments, et notamment cette résolution des Nations Unies. Je vous propose de passer aux autres questions, mais je suis tout à fait prêt à prendre... Alors, sur l'efficacité des sanctions, alors là, on entend effectivement un discours très contradictoire à Moscou, puisque à la fois, il y a le discours suivant consistant à dire ça a permis une forme de diversification. Vous avez mentionné le domaine agricole, c'est-à-dire que les producteurs russes ont trouvé des marchés par le fait que nos producteurs n'avaient plus accès au marché russe. Et dans le même temps, vous avez aussi le fait qu'on évalue à peu près un peu moins d'un point de PIB ces sanctions. Bon. C'est évident qu'elles gênent nos entreprises. Vous avez mentionné un certain nombre. C'est tout à fait, je dirais, dans leur rôle d'essayer de les lever. L'épisode que vous avez mentionné est effectivement un épisode important. J'observe d'ailleurs que la France, les entreprises françaises ne sont pas désengagées du marché russe et qu'il y a effectivement une volonté de rester en dépit de ces difficultés. Et je pense que c'est une bonne politique au sens où les canaux existent, il faut les alimenter et essayer, pour reprendre la formule du président Cambon, de maintenir le dialogue envers et contre tout. Alors, j'en viens à la question. Monsieur le sénateur, ai-je répondu à votre question? Merci.
La question sur, Madame, je vais reprendre dans le désordre, la question sur Russie, Inde, Chine. Alors, le premier point, c'est de rappeler l'héritage primakovien. Evgeny Primakov, qui a été le ministre des Affaires étrangères de Boris Yeltsin, d'une part, et ensuite son dernier Premier ministre, avait élaboré une forme de doctrine, en quelque sorte, sur le triangle Pékin-Moscou-Delhi, au milieu des années 90. Et évidemment, le poids à l'époque et l'influence de la Russie ne lui permettaient pas je dirais, de créer une dynamique, si vous voulez, par rapport à ce rapprochement. Néanmoins, l'idée est restée très présente chez Vladimir Poutine, et c'est d'une certaine manière ce qui a servi de base à la formulation politique des BRICS, c'est-à-dire la mise en place du sommet des BRICS à partir de juin 2009 et à sa traduction politique. Alors, deux éléments complémentaires par rapport à votre question sur faut-il s'inquiéter de l'effort militaire russe par rapport aux chiffres que vous avez donnés. Effectivement, la disproportion considérable qui peut exister entre l'effort militaire américain relancé, comme vous l'avez rappelé, et l'effort militaire russe. Je serais tenté de citer le président Poutine lors de son discours du 1er mars, quand il a dit « ce n'est pas du bluff ». Bon. Et donc, faut-il s'en inquiéter? Il faut s'inquiéter effectivement d'une forme d'agressivité de la Russie en termes militaires et de tests assez réguliers, ce qui me permettra également de répondre à la question sur le positionnement au sein de l'OTAN, des fonctions ou plutôt des capacités de l'OTAN. Un dernier point sur l'Inde. Et également votre question sur la stabilité nucléaire. Le cas de l'Inde est tout à fait intéressant puisque vous avez une coopération historique entre Delhi et Moscou qui remonte au début des années 60, l'URSS ayant au fond aidé l'Inde à construire son outil militaire et également ses capacités nucléaires. Nous sommes dans une situation où l'Inde va être, dans les années à venir, le principal marché d'exportation pour les systèmes d'armes. Et donc, ça sera un marché sur lequel les exportateurs français et russes seront en concurrence dans les années à venir. Dernier point concernant l'Inde. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est, dans le prolongement probablement de l'exposé que vous avez eu précédemment, c'est le fait que l'Inde, en termes stratégiques, se prépare aux routes de la soie chinoise, notamment dans le cadre de la mise en place de ce qu'on appelle ce Quad, c'est-à-dire cette relation étroite dans le domaine naval qui est en train de se construire entre l'Inde, les États-Unis, le Japon, l'Australie. Et ça, évidemment, ça a des incidences sur notre propre posture, compte tenu du double partenariat stratégique que la France entend nouer à la fois avec l'Australie et également avec l'Inde, la dernière visite du président Macron allant dans ce sens. Alors, la question, je relis, si vous le permettez, Madame, votre question aussi sur le retour du débat nucléaire, et pour finir de répondre à Madame Jourda. Pourquoi on parle de retour du débat nucléaire? Parce que nous avons évidemment cette crise avec la Corée du Nord, qui de fait est devenue une puissance nucléaire et qui on va voir dans quelles conditions, mais obtenir ce qu'elle a toujours cherché à obtenir, c'est-à-dire un contact direct et une forme de reconnaissance, si la visite ou si l'entretien entre Trump et le leader nord-coréen se déroule. Et puis nous avons également cette crise avec l'Iran qui avait été au fond un des grands succès de la diplomatie de ces dernières années, c'est-à-dire le fait d'être arrivé à l'accord de juillet 2015 avait été une manière de stopper le programme nucléaire iranien en échange de la levée de sanctions. Et donc cette levée de sanctions est aujourd'hui remise en cause par l'attitude des États-Unis. Pour le dire autrement, le retour du débat nucléaire, c'est le fait que vous avez plus d'acteurs nucléaires. Donc numériquement, vous avez une complexité qui s'accentue. Et le deuxième élément de ce débat nucléaire, c'est que chez les acteurs traditionnels, vous avez des évolutions de leur doctrine. Que ce soit dans le cas russe, que ce soit dans le cas chinois, que ce soit aussi dans le cas américain.
Autrement dit, on a, nous, un problème, c'est qu'on considère, on a un outil nucléaire qui est très conceptualisé avec la dissuasion, et on a l'impression que tout le monde a la même grammaire, c'est-à-dire, au fond, une arme de non-emploi. Dans la doctrine française, comme vous le savez, l'outil nucléaire existe parce qu'on n'utilise pas cette arme. Bon. Or, ce n'est pas le cas, en fait, des autres doctrines. Et c'est pour ça que ce retour du débat nucléaire est aussi un retour où on se rend compte qu'un certain nombre d'acteurs, dans leur doctrine, envisagent l'emploi d'armes nucléaires. Je vais peut-être laisser Tatiana répondre, et puis je reprendrai les autres questions pour me désaltérer, et puis pour alterner un peu le rythme. On aura une petite quinzaine de minutes pour vous deux. Je prends 10 minutes et toi 5. Pardon, excusez-moi. Je vais prendre les questions qui concernent surtout la politique intérieure. Donc la première question qui concerne la démographie, les questions sociales, les retraités, etc. Oui, c'est un point qui est extrêmement important. Et ces derniers temps, on voyait bien qu'au centre de l'attention de la population russe, il y avait de nouveau le retour des questions économiques, sociales, les inégalités sociales et régionales, etc. Et toute la première partie du discours de Vladimir Poutine du 1er mars répondait à cette préoccupation et rassurait son électorat. En même temps, en Russie, il y a beaucoup de gens qui dépendent de l'État. Les retraités représentent aujourd'hui plus de 30 millions de personnes. Je crois même que c'est 34 millions de personnes, avec une perspective à l'horizon 2020 qui ira jusqu'à 40 millions. Donc c'est une très très grande part de l'électorat pour Vladimir Poutine, ainsi que ce qu'on appelle les budgets ethniques, et les personnes qui sont payées, qui travaillent pour les organisations publiques et qui sont payées sur le budget d'État. Donc c'est une énorme part de la population qui est dans une attitude très protectionniste, qui n'est pas sans rappeler l'époque soviétique, et qui attend que l'État récompense à juste titre le travail qui est fourni ou qui a été fourni. Sur le plan démographique, il y a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement russe, et notamment le capital maternel, c'est-à-dire l'argent qui donnait une somme qui tourne autour de $10 000 à peu près, qui est donnée à partir de la naissance du deuxième enfant. Et c'est une mesure qui, en effet, a un impact positif. À court terme, en effet, le nombre de bébés qui sont nés a pu augmenter. Malheureusement, on observe déjà depuis l'année dernière le renversement de cette tendance. Et il y a eu des choses positives en matière depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, en matière de nombre de naissances par femme, ou l'augmentation de l'espérance de vie, qui est aujourd'hui entre 73 et 74 ans. Et Vladimir Poutine a fixé dans son discours l'objectif de dépasser les 80 ans comme âge moyen. Le problème, la plus grosse inquiétude aujourd'hui qui se pose, à part ces renversements de tendance dont j'ai parlé, c'est quand même pour la population active. Parce qu'il y a la cohorte qui arrive, la cohorte d'âge qui arrive aujourd'hui, notamment les femmes en âge de procréer, et mathématiquement, leur nombre n'est pas suffisant pour combler le creux qui s'annonce. Il y a beaucoup d'entreprises qui constatent déjà le manque de la main-d'œuvre. Et j'avais cité donc le chiffre pour la population active. Le chiffre pour la cohorte d'âge de 14-19, par exemple, est aussi très spectaculaire parce que au milieu des années 2000, ils sont à peu près 12 millions, ils sont 7 millions aujourd'hui. Donc c'est la cohorte d'âge dans laquelle l'armée puise ses cadres, ainsi que les universités. Et un très grand équilibre, évidemment, en Russie existe entre la partie est et la partie ouest du pays. Des mesures ont été aussi prises pour, si ce n'est pas repeupler, mais enrayer les départs et la chute de la population en Extrême-Orient, ce qui est aussi très important du point de vue géopolitique. Parce que si on dit que c'est le grand tournant vers l'Est, etc., alors que ces terres sont en manque criant d'infrastructures et la population les fuit, ça pose quand même problème. Et je rappelle qu'il y a 2 ministères territoriaux au sein du gouvernement russe. C'est le ministère qui est chargé des affaires du Caucase du Nord, une région très sensible, et un ministère qui est chargé des affaires de l'Extrême-Orient. Donc il s'agit vraiment de la priorité pour le gouvernement russe. Pour l'instant, j'avais regardé les chiffres démographiques pour l'Extrême-Orient. C'est vrai qu'il y a un certain ralentissement de la chute de population dans cette région, mais il n'y a pas de renversement de tendance. Deuxième question, la question sur l'affaire d'espionnage et l'affaire Skripal.
Oui, on sait que Vladimir Poutine a une attitude extrêmement... il a eu un propos très violent en 2010 au sujet des traîtres à la nation. Et on sentait bien qu'il s'agit aussi de son bagage personnel par rapport aux gens qui peuvent être démosqués suite aux trahisons, etc. Et le propos qu'il a eu au sujet de Skripal a été extrêmement violent. Et on y a vu, évidemment, avant tout, le besoin d'handicaper la Grande-Bretagne, de tester la solidarité occidentale, mais aussi probablement de booster la popularité de Vladimir Poutine à la veille des élections. Très honnêtement, je ne pense pas qu'il avait besoin de ça quand on pense à la Coupe du Monde qui arrive en été et qui est plutôt... En fait, Vladimir Poutine a une sensibilité extrême pour les grands événements de sport. Et je pense qu'un provoquer de cette manière un éventuel boycott de la part des pays occidentaux, je ne crois pas que c'était dans ses objectifs. Donc je ne me prononce absolument pas sur qui est à l'origine de cela, mais je mets juste un bémol pour montrer que les choses ne sont pas toujours très linéaires. Et par rapport à cette affaire d'espions, je voudrais aussi rappeler que oui, il y a le pic de la crise diplomatique et en même temps, Gazprom, au pic de cette crise diplomatique, a placé des obligations sur le marché boursier de Londres et il y a eu 120 investisseurs qui ont acheté ces eurobonds, on appelle cela. Sur l'impact des sanctions, cet impact est assez ambivalent. Les Russes l'ont évolué il y a quelques années à 1,5% du PIB. Aujourd'hui, ce taux, les estimations ont été quelque peu réduites à 0,5%. Vladimir Poutine a reconnu en personne qu'il y a un problème qui est créé par les sanctions, mais qui est plus un problème pour le développement de l'avenir, et notamment tout ce qui concerne les hautes technologies. La Russie a besoin des technologies occidentales, y compris pour l'extraction de ces matières premières. Elle n'a pas suffisamment de hautes technologies pour le faire. Et comme je vous disais, en fait, c'est la posture, toute l'exploitation de la politique étrangère en interne, etc., et la posture de confrontation avec l'Occident n'exclut absolument pas les fenêtres pour la coopération. Et très clairement, la coopération économique, Vladimir Poutine fait tout pour préserver cette coopération économique, et notamment avec les Français. D'où cette invitation des entreprises françaises au mois de janvier et l'importance de la visite d'Emmanuel Macron au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Pour l'intérêt de la population russe à l'égard de la politique étrangère, je pense que Madame, vous avez très bien évoqué toute la combinaison, au fond, des raisons pour cela. Il y a à la fois un effet collectif, cette humiliation par les années 90, la perte du rang. Quand vous regardez les sondages, la récupération du rang international revient comme le premier acquis des présidences successives de Vladimir Poutine, qui redonne de la fierté, qui alimente l'orgueil national du peuple russe. Et il y a aussi évidemment, il ne faut pas oublier l'effet de la propagande. Et on voit très bien que les sondages reflètent très souvent la modulation de la propagande sur tel ou tel sujet. La militarisation de la société, oui, en effet, il y a un certain mouvement de création des classes de cadets, de l'armée, la jaune garde, et il y a un retour du prestige des métiers de militaires. Et les Russes aujourd'hui souhaitent plutôt que leurs enfants fassent leur service armé, alors qu'il y a encore quelques années, on faisait plutôt tout, et il y avait même des compagnies privées qui pouvaient aider à échapper au service militaire. Donc j'ai essayé de dire dans mon exposé que la confrontation avec l'Occident, oui, en effet, c'est un marqueur qui est durable et qui en même temps, comme je le disais, peut être tout à fait modulé depuis le Kremlin par les effets de la propagande. Donc ces tendances à la militarisation de la société, le retour de prestige, le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, d'ailleurs, a affirmé qu'il n'avait plus de problème de recrutement pour l'armée, autant pour les conscrits que pour le personnel qui est recruté sur contrat. Donc les problèmes qui se posent pour l'armée, c'est plus aujourd'hui les problèmes démographiques durs que les problèmes du prestige de ce métier. Et en même temps, il faut quand même voir que cette militarisation n'a
pas du tout l'échelle et l'ampleur de l'époque soviétique. C'est pas tout un chacun. Ça reste, les chiffres peuvent paraître impressionnants, mais c'est pas du tout le 100% de la société qui est concernée par ce mouvement. Et plusieurs de ces normes, de ces choses, c'est surtout là en fait le point crucial, n'ont pas la valeur de quelque chose d'obligatoire. C'est bien vu plutôt par la société aujourd'hui. Spontanément, les gens vont choisir ce type de classe de cadets, etc. Après, il y a aussi une part de considération de prestige où vaut mieux que mon enfant fasse ça que je le retrouve avec de la drogue dans la cour de l'immeuble. Donc, il y a différentes considérations. Il y a aussi la nostalgie des parents qui jouent et qui souhaitent que leur enfant connaisse cette discipline qu'eux, ils ont pu connaître. Et donc, voilà, je relativiserai à la fois quantitativement et qualitativement cette militarisation de la société russe. La question sur, oui, les élections, donc il y a eu quelque peu de fraude, mais moins, et que les choses se font très en amont. Ça, c'est très juste, en fait. C'est plutôt la sélection des candidats qui sert de premier filtre. Et on a le terme de filtre municipal, par exemple, pour les élections des gouverneurs, qui sont faits de la sorte pour ne pas laisser le candidat indésirable participer à une élection. L'été dernier, j'ai discuté avec le maire de Yekaterinbourg, Evgeny Roizman, qui souhaitait se présenter pour les élections de gouverneur de Yekaterinbourg. Il m'expliquait que mathématiquement, ce n'est pas possible qu'il recueille le nombre de parrainages, le nombre de signatures des députés municipaux nécessaires pour pouvoir postuler sur ce poste. Même chose pour Alexei Navalny. Il n'a donc pas été admis à participer aux élections. Et ça m'amène d'ailleurs à la question sur Navalny. Quel score il aurait fait s'il avait été admis à participer? C'est très difficile à dire parce que Alexei Navalny maîtrise très très bien les réseaux sociaux. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui est doué pour le contact direct avec les électeurs. On l'a vu en septembre 2013, le score de 27%, alors qu'on n'a pas l'accès à la télévision fédérale, c'est un score tout à fait honorable. Donc il est très difficile d'en juger dans les conditions où il est complètement contraint et sous différentes pressions et il aurait pu faire dans un espace politiquement libre. Et enfin, la dernière question que j'ai trouvée qui était pour moi, c'est sur Piotr Tolstoï. C'est pas du tout le nom qui circule là. Et j'ai un doute sur une personnalité venant du monde purement médiatique. Je pense que les Russes souhaiteraient plutôt une sorte de manager efficace. Ils aiment bien ce terme qui a été pas mal employé par rapport à Louchkov, par exemple, le maire de Moscou. Et je pense que la personne qui, un éventuel successeur, devra avoir une expérience professionnelle, une expérience de passage, soit par la direction d'une région, soit d'un ministère, soit par une structure de force, comme c'était le cas pour Vladimir Poutine lui-même. Donc Piotr Tolstoï, c'est pas du tout sur les radars. Le nom qui circule souvent actuellement, c'est le nom d'Alexei Dumin, qui est le gouverneur de la région d'Outula, qui a donc le background de quelqu'un venant des structures de force, qui est jeune, qui a une confiance entière de Vladimir Poutine. En même temps, je pense que Vladimir Poutine ne voudra pas exposer son futur successeur très tôt sur le feu de projecteur. Donc ça peut être quelqu'un qui n'est absolument pas connu, qui est complètement sous les radars aujourd'hui. Merci Madame. Thierry Gomard pour quelques réponses et une conclusion dans le temps qui nous reste. Oui, pardon. Sur l'intérêt de la politique russe pour les questions de la politique extérieure, en fait, j'ai répondu en disant qu'en effet, c'était la combinaison de plusieurs choses. Ce ressentiment d'humiliation, de rattrapage par rapport aux années 90, mais c'est aussi quelque chose de permet au quotidien, en fait, de servir de dérivatif quand on voit la grande politique que la Russie peut mener sur la scène internationale. Donc, c'est tout un ensemble de facteurs qui jouent et il faut suivre les sondages pour voir quelles sont les premières préoccupations des Russes. Est-ce que ce sont les questions militaires, les questions de guerre, ou est-ce que les questions économiques et sociales vont finir par prendre le dessus? Voilà donc pour cette audition de chercheurs devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat sur la Russie. Sur la Russie, bien sûr, les sujets de tension sont nombreux. On l'a entendu, la Crimée, la Syrie, les armes chimiques. Et maintenant, bien sûr, cette histoire d'espions russes empoisonnés en Grande-Bretagne. Le Sénat, Christian Cambon, le président de la Commission des Affaires étrangères, l'a dit, l'a rappelé lors de cette audition. Le Sénat doit rendre un rapport commun avec le Conseil de la Fédération de Russie, rapport qui sera présenté le 5 avril à Paris. Voilà donc pour cette audition. Vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.